Cet épisode a une distance de 12 km sur des souliers neufs. Salut, c'est Coach Bill. On est de retour pour une saison 3 de Coureur.io dans une formule renouvelée. Ici Coach Frank. Évidemment, on poursuit notre mission de vous accompagner dans votre pratique de la course à pied, en étant pertinent, mais surtout en ayant bien du fun. Allô, moi c'est Coach Isa, je suis la petite nouvelle qui joue à l'équipe. Mets tes souliers, prends tes écouteurs parce qu'on part pour une belle course ensemble. On sait que la course à pied, c'est un sport qui est ultra simple. On revient vraiment à la base. Puis, on se plaît à croire qu'on n'a presque pas besoin d'équipement pour pratiquer la course à pied. La réalité est un peu tout autre parce qu'on finit à avoir un paquet de gadgets, de morceaux de linge, de technologie, de whatever. Mais s'il y a une pièce d'équipement qui est vraiment cruciale et qui est importante à s'attarder, c'est évidemment les souliers. Une paire, peut-être deux, peut-être beaucoup plus. Et c'est probablement à cause de la saison du printemps qui est à nos portes. On a beaucoup de questions récemment sur quoi choisir, quand les changer, quoi regarder, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est du flash. Alors aujourd'hui, on veut vous parler des souliers en général. Mais avant toute chose, avant d'aller plus loin, j'ai la question la plus importante pour, oh surprise, Coach Frank est avec nous aujourd'hui. Spoiler! Hey, je suis là aujourd'hui. I'm back. Est-ce que t'as couru cette semaine? Yes, sir. Oui, j'ai couru. J'ai le goût de partir la toune d'Eminem. Non? Yes, he's back. Ça serait bon bout, hein? Mais oui, ça serait bon. C'est juste plate qu'on n'a pas les droits et qu'on serait banné sur Spotify. Oui, c'est ça. Mais oui, j'ai couru cette semaine. Rien de spécial à part que à moins de 2 mois d'Ottawa, le volume commence à augmenter légèrement. Fait que petit 24 en fin de semaine, avec les enfants, je l'ai couru tard, je suis revenu à 11h le soir. Donc lundi, j'étais comme lendemain de brosse parce que je juste pas assez dormi. Couru tard, mangé tard, pas assez dormi, mais je pense que ça fait partie de la vie de papa. Et toi, Bill, as-tu couru cette semaine? Hey, même, j'ai une histoire similaire à toi. Moi aussi, je suis en préparation pour Ottawa, puis j'ai pogné un peu le shake dernièrement. Je me disais, hey, OK, il reste à peine 2 mois, faut que je mette des longues sorties. J'ai déjà un bon volume hebdomadaire, ça même, j'atteins presque mes niveaux d'été là, présentement. Ça, là-dessus, je suis super content. Je sors souvent, mais plus de petites sorties. Là, fallait que j'embraye, là, puis que je mette des longues. Fait que dimanche, j'ai mis une longue, puis pour la rendre plus accessible, plus simple, ben j'ai fait un aller vers quelque part. J'avais une activité quand même plutôt loin de chez moi. Comme toi, là, j'ai fait un 23-ish km. Puis en plus, sur mon passage, chose que je savais pas, mais j'ai croisé une petite rue nouvelle qui avait à peu près 30 mètres de long. Fait que j'ai bifurqué, j'étais allé faire ma rue parce que oui, j'ai atteint le 100% des rues de Trois-Rivières, mais il continue à s'en bâtir des rues. Fait qu'il faut que je continue à travailler mes rues pour être sûr de garder ma couronne de Trois-Rivières. Ouais, je pense qu'il va falloir parler au maire puis dire qu'il slack sur le développement. Là. Je veux dire, c'est bien beau la crise du logement, là, mais bâtissez en hauteur, grandissez pas les rues. C'est dur pour les pattes, là. C'est dur à suivre. Hey, aujourd'hui, je suis super content d'être avec toi, Coach Frank. Ça faisait un petit bout qu'on s'était pas parlé, que t'étais pas venu sur le podcast. On a un petit épisode duo aujourd'hui. J'allais dire sujet léger, on verra jusqu'où on le creuse ou pas, mais juste parler des souliers ensemble. Mais avant ça, j'aimerais ça faire 2 petits shout-outs. Un à Caroline, qu'on a déjà parlé, qui, elle, justement, nous a demandé quand est-ce qu'on change nos souliers. Fait que c'était d'à propos avec l'épisode d'aujourd'hui. Puis elle nous a envoyé ça cette semaine. C'est une 2e intervention qu'elle a faite auprès de nous, un commentaire qu'elle nous a fait sur un épisode. Et puis l'autre que je veux shouter out, c'est François-Olivier, un autre auditeur qui, oui, lui aussi nous a demandé qu'est-ce que vous pensez des types de foulées, souliers minimalistes, etc. On pourra en discuter tantôt. Mais surtout, il nous a fait un commentaire sur l'utilisation de shout-out. C'est-à-dire qu'il me disait qu'il y avait une expérience à Radio-Canada et j'ai retrouvé la source comme quoi que shout-out, est-ce qu'il y a un équivalent français pour ça? Et puis Radio-Canada, avec leur émission en français, s'il vous plaît, s'était penché sur cette expression-là. Shout-out, ça vient du monde hip-hop dans les années 90 aux États-Unis où c'était, comme on le sait, là, pour lancer un hommage à quelqu'un ou quelque chose comme ça.
Puis Radio-Can, ils ont sorti quand même plusieurs exemples de qu'est-ce que ça pourrait être, justement, hommage ou chapeau à... Et puis, au final, ce qu'ils ont décidé, puis de conjointement avec quelqu'un de la scène hip-hop, c'était l'expression extra sauce. Fait que extra sauce à Coach Frank pour sa sortie longue du week-end. Ça fait un peu québécois, style référence à la poutine, c'est français, puis on comprend que c'est quelque chose de cool. Là. C'est pas juste bravo Francis, c'est extra sauce à Coach Frank. Extra sauce. Je suis capable de le dire, fait que je vais garder shootout, parce que celle-là, je le moffe à chaque fois. Fait qu'il y a comme un vrai gangster des années 90. L'autre affaire, les jeunes utilisent props. Fait que... Je sais pas si c'est jeune, là, mais j'entends de plus en plus ça. Là. Props à toi. Fait que ça sera peut-être des props un moment donné. Si je deviens plus cool, mais je rajeunis pas. Fait que ça va peut-être être extra sauce à toi, Coach Bill. Hey, moi, je veux commencer par du chit-chat. Je veux fucker toute ta préparation aujourd'hui. Dernier épisode, vous avez parlé de l'importance de changer de côté de rue. Puis c'est là que moi, j'arrive avec ma théorie d'aller d'un sens d'un bord puis de revenir par le même chemin parce que automatiquement, ma chambre change de bord. Fait que extra sauce à ceux qui font un aller-retour. Quand j'ai écouté ça, j'ai dit faut que j'y dise, puis j'ai pas pensé de te l'envoyer sur Messenger, fait que je vais le faire publiquement. C'est encore bien mieux de le partager avec nos auditeurs, dans le fond. Ben oui, c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, on parle de souliers. En fait, je pense qu'on dit des chaussures. Je pense que le terme, je sais pas c'est quoi la différence entre les deux, mais souvent, on parle plus souvent, j'entends plus souvent de chaussures, et comme je t'ai mis avec un propriétaire de détaillant de chaussures, j'entends plus souvent chaussures. Je sais pas pourquoi qu'on dit pas souliers, ou peut-être qu'il y a une connotation habillé à souliers, ça se peut-tu? Il va falloir que... Oh, j'ai buggé Coach Bill. On va être obligé de creuser ça. Parle de ça, moi je voudrais dire en partant que l'important c'est qu'elle soit belle. Le reste, on s'en fout. Ça va bien aller. Ouais, que de bons conseils sur coureur.io. Tu vois, je reviens faire un épisode puis on va mêler tout le monde. Ça. Le look avant tout. Non, mais évidemment, vous savez que c'est une joke parce que en course, puis je pense que je l'ai raconté cette anecdote-là, puis je vais la raconter. Ma première paire de souliers de course. Je me sens pas super compétent en course. Là. Fait que déjà, j'étais un peu imposteur. Je me dis, moi, je suis pas bon, je connais pas ça. Je vais dans une boutique spécialisée, je me fais conseiller. Puis, comme toi, je suis arrivé, j'ai rentré. Eux autres sont belles, je peux-tu essayer ceux-là dans telle grandeur? Non seulement le conseiller, il m'a dit, je suis pas sûr de ta grandeur. D'après moi, ça te prend plus grand. Puis, deuxièmement, ça, c'est pas pour toi. T'es en tant que débutant, puis je regarde tes pieds, c'est pas ça que ça te prend. OK, mais c'est eux autres qui sont belles. Moi, je veux celle-là. Et puis, c'est là que j'ai appris que c'est pas comme ça que ça choisit des souliers de course ou des chaussures de course. Tiens, je vais me corriger. La première chose la plus importante, ça a l'air super banal ce que je vais dire, mais c'est d'être confortable dedans. Fait que si t'es pas bien dedans pour faire 10 pieds dans le magasin, tu seras pas mieux dedans après 5 ou 10 km. Ça ne s'améliore pas, ça. Fait que c'est vraiment le confort avant tout. Puis, je reviens à mon expérience, le conseiller a sorti, je pense qu'il m'est revenu avec 6 boîtes dans une première batch, puis après ça, il est retourné en chercher 6-7 autres. J'en ai vraiment essayé beaucoup des souliers. Surtout que j'avais aucune idée de comment je courais, ce que je recherchais comme souliers, ce que je voulais faire. Il dit, garde, on va en essayer, on verra après. Puis tranquillement, je me suis mis à en éliminer certains. OK, non, ça, je suis vraiment pas bien. Ça fait pas. Ah, ça, j'ai un petit confort, ça va bien. Et puis, au final, à la fin, j'hésitais entre 2 paires. Puis je me disais, je suis bien dans les deux. Je vois pas de grosse différence. Ça pourrait être un ou l'autre. Puis ce qu'il m'avait donné comme conseil, c'est mets un soulier de chaque pour les comparer. Puis ça a été manifeste. Je fais comme, OK, non, je suis vraiment mieux dans une des deux, mais le fait de les mettre en même temps, c'était beaucoup plus facile à détecter. Et mes premiers souliers de course, qui étaient des ASICS, étaient littéralement jaune or flash avec des lacets rouges. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, je me sens pas très compétent, puis je vais pas trop courir à clarté du jour parce que je veux pas que le monde me voie, et je suis ressorti avec les souliers de loin les plus visibles du magasin. Fier de toi, man. Oui, ça a commencé comme ça parce qu'après ça, je cherchais à avoir des souliers qui flashent, mais à ce moment-là, pas tant que ça, je te dirais.
Tu voulais être plus undercover, plus un petit peu plus low-key, comme on dit. Il aurait pu être noir mat, là. Ça aurait été bien correct là, à ce moment-là. Là. Moi, c'est drôle, j'ai commencé, je pense, avec une paire de bottes de rando. Parce que c'était l'hiver puis j'avais pas de chaussures. Puis quand le printemps est arrivé, j'avais une paire de chaussures qui était à mon père, des Nike Air Run, un affaire dans le même, il était écœurant, orange fluo. Mais ce n'était totalement pas adapté à moi. Fait qu'une des premières choses, quand je me suis payé un coach, la première chose qu'il a faite en me regardant, il a dit « Tes chaussures sont pas bonnes pour toi puis sont mal attachées. » Donc, c'est OK. Quand est-ce qu'on commence? Fait que c'est la première affaire. Puis je pense qu'on en a parlé aussi dans un autre épisode. L'importance des chaussettes. Chaussettes blanches en coton là, à éviter. En fait, je comprends pas comment ça que les chaussettes n'ont pas de sens en règle générale parce que ton arche de pied n'est pas à même place. Généralement, les chaussettes de sport ont une forme qui permet de mouler ton arche de pied, d'être beaucoup plus serré, d'offrir un certain support. Je ne sais pas à quel point ça reste du tissu, mais ça offre un certain support. Mais c'est surtout au niveau du frottement pour éviter les ampoules. C'est sûr qu'un bas serré, on aime beaucoup tous les deux la laine de Merino, mais plusieurs sortes de bas de sport en synthétique serrés comme faux va éviter les ampoules clairement. Tout à fait. Puis ceux qui ont jamais une petite portion compressive dedans, généralement, vont avoir un sens. Là. Il va y avoir un L puis un R sur les deux chaussettes pour les mettre du bon sens parce qu'effectivement, il va y avoir un soutien au niveau de l'arche plantaire. Ouais. Fait que avant même de mettre des chaussures, les chaussettes restent un point important. Certaines boutiques, par contre, c'est un espèce d'upsell là, qui est quand même nécessaire, mais soyez-en conscients que souvent, ça permet de monter aussi le total cart, là, le prix total du panier quand tu achètes ça. Si je reviens aux souliers, puis là, je vous ai parlé de mon expérience d'achat de mes premiers souliers d'été. Et puis, fort de cette expérience-là, quand je suis arrivé à l'automne et que j'ai pris la décision de courir à l'extérieur, je suis allé dans la même boutique. Je me suis dit, OK, maintenant, je veux courir dehors. Est-ce que je peux essayer des souliers? Puis, le vendeur s'est étiré. Il a pris un Salomon Speedcross. Il m'a dit, tiens, c'est ça que ça te prend. OK. Pourquoi l'autre fois, j'ai essayé 12 paires, puis là, c'est ça? Ben, c'est parce qu'il y a juste ça sur le marché. OK, super. Là, on recule il y a une dizaine d'années. À Trois-Rivières. À Trois-Rivières. Non, mais pas vrai. J'aurais été à boutique Endurance ou coureur nordique. Je pense que déjà, il y aurait eu une plus grande offre. Mais mettons, à Trois-Rivières, dans les boutiques de sport, il y a 10 ans, c'était vraiment ça. Tu courais avec du Salomon Speedcross. Chaussures que, personnellement, j'ai détesté. Ils sont pas très lourdes, mais ont toujours donné, par exemple, un effet de lourdeur puis de rigidité. Moi, je les ai pas aimés. Je sais qu'il y en a qui les aiment d'amour. Tout ça pour dire, je reviens à mon point de base, le confort avant tout. Puis après ça, on va faire le tour pour regarder justement les différences. Là. Mais ça, tout ça pour dire que maintenant, à Trois-Rivières, l'offre s'est quand même diversifiée où il y a pas mal plus de marques qui en font. Notamment Brooks sont rendus avec des souliers justement en Gore-Tex. New Balance ont une bonne offre aussi. Que ce soit les Innovate, entre autres, qui se sont aussi diversifiés. Les Norda, au niveau de la trail, qui sont en train de monter beaucoup dans le monde de la trail. Je marque que je ne connaissais pas jusqu'à il y a peu de temps. Mais c'est ça. Fait que ça, c'est cool. C'est une très, très bonne nouvelle maintenant qu'on a une offre plus grande pour s'adapter justement aux diverses morphologies puis aux divers pieds là, de chacun des coureurs. Oui, puis c'est toi qui me l'as appris d'ailleurs. On parle de été versus hiver. Là. Généralement, quand c'est GTX, le modèle, c'est qui est en Gore-Tex. C'est souvent le même modèle, mais pas GTX. Moi, je pensais que c'est parce qu'elle allait plus vite, mais finalement, c'est juste l'imperméabilité. Ça marchait-tu? Parce qu'il y a l'effet placebo. Si tu mets des GTX puis tu penses que tu vas plus vite, c'est bon, ça. Mais Strava me ramène ma réalité en face. 10 ou 9 minutes au kilomètre, c'est pas très vite. Change de choses. Puis effectivement, des modèles, comme tu nommes, le même modèle de soulier, ça va se faire modèle été, modèle hiver ou modèle sans Gore-Tex et avec Gore-Tex. La grosse différence, généralement, des modèles d'hiver, au-delà du Gore-Tex, c'est qu'il va y avoir une semelle qui va être beaucoup plus agressive pour l'hiver. L'été, souvent, les semelles vont être, je ne dirais pas lisses, là, mais c'est un crampon qui est très, très sobre versus, on peut aller jusqu'à du très agressif. Je pense à justement les Salomon Speedcross qui ont quasiment un quart de pouce de crampon en dessous, là, que ça tient bien. Et même certaines marques, notamment encore Salomon, qui font des Spike Cross,
qui ont des pointes de métal intégrées en dessous des semelles. Donc, pas quelque chose qu'on met par-dessus le soulier, mais vraiment avec des pointes de métal intégrées directement dans la semelle. Mais Salomon sont beaucoup dans le trail trekking, beaucoup plus dans le sentier. C'est pas des chaussures de route. En gros, là, oui, ça se porte, ça se fait. C'est sûr, l'hiver, quand il y a 2 pouces de neige, ça t'envoie pas la différence, mais courir sur de l'asphalte avec ça, c'est généralement pas super agréable. Puis tu touches un point, puis là, il y a un volet où on va rarement, mais je vais dire, tu sais, il y a les souliers de route, les souliers de trail, puis il y a même des souliers de track pour faire de la track qui serait complètement un autre monde que, sincèrement, je connais vraiment très peu, mais ça va être des souliers avec des pointes, il y a vraiment des pics en dessous pour gripper par terre, mais c'est un soulier qui est fait vraiment différemment, là. Ça a l'air, je vais dire, très minimaliste, avec une petite plaque en dessous, même le dessus, il n'y a pas grand-chose, avec des pointes sur le devant. Ça, c'est pas fait pour courir dans la rue. C'est vraiment fait courir sur une piste d'athlétisme qui est pas 100% rigide. Fait que les pointes vont vraiment agripper dans le sol pour avoir le maximum de propulsion, de rien perdre de votre propulsion. Mais ça, c'est vraiment spécifique. Ne mettez pas ça nulle part ailleurs que sur une piste d'athlétisme. Ça serait dangereux. Mais il y a évidemment des souliers. Tu sais, la ligne entre route et trail n'est pas si franche que ça. Puis la ligne entre été et hiver n'est pas 100% franche non plus. Moi, j'ai des amis qui vont courir avec, entre guillemets, leurs souliers d'été à l'année parce que quand il y a un méga verglas, ils s'en foutent, ils sortent juste pas. Puis le plus clair du temps, les rues sont relativement bien déneigées. S'il y a juste une petite neige, même avec une semelle d'été, ça se fait, ça va bien. Puis, plutôt que d'aller vers du Gore-Tex, ben, ils vont pencher vers une chaussette, justement en mérino un peu plus chaude, ou même une chaussette imperméable, ce qui vient compenser le fait qu'on n'a pas besoin d'avoir des souliers différents, des souliers spécifiques à l'hiver, si on veut. Puis tu parles de ça, mais par expérience, la chaussure d'été est parfois très bonne sur de la glace. Étrangement, justement, vu qu'il n'y a pas de spike. Parce que quand tu as des spikes, c'est bon dans la neige, mais quand tu es sur la glace, tu te retrouves à avoir comme un espace, tu sais, tu n'es comme pas appuyé à 100%, tandis que les semelles d'été qui sont très lisses collent comme des, je cherche le mot, là, mais une suce, là, ça a un nom spécifique. Fait que moi, j'ai l'impression que dans certaines conditions, même la semelle d'été est beaucoup plus efficace. Fait que c'est ça. Fait que je voulais juste faire ce petit truc-là parce que j'ai couru avec des chaussures d'été, puis là, je vais dire mon opinion. Tu sais, sincèrement, je pense que le Gore-Tex est pas mal overrated parce que si tu pognes de l'eau, si tu te mets le pied dans une flaque de sludge, tu vas avoir le pied mouillé. C'est imperméable, entre guillemets, mais je veux dire, ça repousse un peu ta sueur, puis c'est un petit peu plus chaud. Puis d'ailleurs, ça serait peut-être un des conseils que je donnerais. Tu sais, on parlait de 1 ou 2 chaussures. Si tu as juste une chaussure à avoir, moi, j'irais définitivement avec du Gore-Tex, quitte à avoir un peu plus chaud l'été. Tes Gore-Tex sous la pluie. Moi, je porte mes Gore-Tex sous la pluie l'été quand c'est boiteux. Mettons, je vais aller faire une rando avec des amis, j'ai pas de bottes de rando, je vais mettre mes chaussures d'hiver. Fait qu'elles sont beaucoup plus polyvalentes, même attendre l'autobus. Tu sais, comme si vraiment ton budget est limité, je dirais, achète-toi juste une paire de Gore-Tex, quitte à avoir chaud comme pendant 3 mois. Puis encore là, c'est pas si plus chaud que ça non plus. Là, c'est pas comme porter des bottes d'hiver. Mais c'est sûr que quand tu fais une longue à 32 degrés, t'apprécies être un petit peu plus au frais. Moi, je t'avoue que ça fait 2 ans, à peu près 2 ou 3 hivers que j'ai adopté le Gore-Tex, puis ça a été une révélation pour moi. Je pensais pas que c'était à ce point plus confort, puis là, tu dis c'est overrated. Moi, mon opinion personnelle pour l'hiver, je ne m'en passerais plus. Avant, je compensais avec un bas très chaud ou même, j'avais essayé les bas imperméables, là, que je tripais pas, les chaussettes imperméables, mais juste d'avoir une bonne chaussette en mérino, ça aidait beaucoup. Mais quand je suis tombé avec des souliers en Gore-Tex, je suis très frileux des pieds. Puis la différence de chaleur pour moi était un game changer. Puis ça va être un peu plus aussi windproof, donc résistant au vent. Puis ça a fait une différence. Depuis que j'ai ça, je n'ai plus jamais regelé des pieds l'hiver pendant mes courses. Même si maintenant, j'ai passé... Surtout, c'est sûr que cet hiver, là, 2023-24, n'a pas été super rude. Mais j'ai mis mes chaussettes régulières de jour. J'ai pratiquement pas mis mes chaussettes en mérino, juste à cause de mes souliers en Gore-Tex. J'étais vraiment, vraiment bien avec ces souliers-là.
Fait que pour moi, le Gore-Tex, j'ai trouvé vraiment intéressant. Puis l'extra que ça coûte, parce que généralement, prenez un soulier régulier, puis sa version Gore-Tex, dépendamment des fabricants, c'est entre 60 et 100 $ de plus là, pour avoir la membrane de Gore-Tex dedans. Puis à date, moi, à mon humble avis, elle vaut la peine pour l'hiver. Ben, en tout cas, clairement, parce que je les achète. Mais l'autre chose aussi, l'autre point, c'est, je dirais, ça dépend de la chaussure d'été que tu as. Parce qu'il y a des chaussures d'été qui sont vraiment minces, qui tirent un petit peu pour le poids, versus si tu pognes, mettons, je ne sais pas c'est quoi le modèle de ASICS, là, Cloud GTS, whatever, là, le modèle de base, là, le 2000 d'ASICS, là, c'est déjà une chaussure chaude. Tu sais, comme ça, ou si, mettons, tu pognes un Brooks, Adrénaline, c'est déjà des chaussures qui sont épaisses. Que l'été, tu vas avoir chaud dedans. Fait que c'est sûr que la différence est peut-être moins grosse que si tu prends genre une petite chaussure là, vraiment que c'est comme quasiment un morceau de tissu ton dessus de la chaussure. Là. Fait que ça, il y a ce côté-là aussi. Mais oui, clairement, parce que je paye le Gore-Tex, c'est juste je trouve que ils te le vendent comme étant imperméable et c'est ça. Puis dans les faits, mets-toi pas le pied dans l'eau. Là. Non, c'est ça. Si ça rentre par le dessus, ils vont rester trempes, c'est sûr. Là. Exactement. Le sweet spot entre c'est imperméable et ça respire qu'ils essayent de trouver, je pense. Parce que s'il était full imperméable, tu tuerais puis tu mourrais ta vie. Fait que faut que ça respire, mais si ça respire, nécessairement, ça peut rentrer. J'ai pas fait de recherche exhaustive, mais on m'avait toujours dit justement que le Gore-Tex était imperméable à l'entrée, mais laissait évacuer la sueur. Est-ce que le tissu, cette membrane-là, je pense que c'est une de ses propriétés premières d'être, je vais dire one way, là, de ne pas laisser rentrer les choses, mais de permettre l'évacuation. Mais si ça passe par-dessus la cheville, ben là, ça, c'est fort bon. C'est sûr que tu t'en sors pas. C'est en plein ça, je dis, c'est overrated parce que ça marche pas. C'est en plein ça, mon point. C'est qu'ils disent que ça fait ça, mais dans les faits, puis je parle pas par la cheville, je parle juste même par le tissu, ça finit par passer, tu sais. Fait que c'est pas c'est comme quand tu vois les images puis versus ce que ça fait, c'était un peu dans ce sens-là. Même si on ajoute ça, oui, c'est overrated, mais moi je trouve que ça vaut la peine pareil. Malgré oui, ça. Clairement, c'est la technologie qu'on a présentement, mais s'il y a des chercheurs qui nous écoutent, qui peuvent trouver une solution miracle, je pense que c'est ce qu'on a de mieux présentement, mais il y a de la place à amélioration. Puis ce que tu as nommé tantôt, moi aussi, pour quand ils sont terminés, quand ils ont atteint leur fin de vie utile en course, je les garde, puis je vais m'en servir comme tout aller pour l'hiver. C'est super confortable encore, là. C'est juste que pour courir, pour leur mettre de l'impact, sont plus satisfaisantes, mais pour marcher, je suis capable de les avoir encore un bon bout de temps. Là. Fait que je les étire comme ça, je les rentabilise un petit peu aussi. Ça. Moi, je les utilise l'été, dans le fond, journée plus fraîche, pluie, boîte, rando, camping, puis à l'automne, je m'en rajoute un autre paire. Non, finalement, on est dans un épisode quasiment d'hiver. On parle juste de souliers d'hiver alors que c'est l'été qui s'en vient. Fait que là, on va y aller. On va y aller avec le vrai sujet. On parle-tu, on embarque tout de suite, je sais que tu as fait un petit truc, là, mais tu as parlé au début justement de la culture du minimaliste. Fait que j'aimerais t'entendre là-dessus, puis peut-être que je te partagerai mon expérience par la suite. Oh, ça c'est un sujet un peu polarisant, je dirais, le minimaliste versus maximaliste. Il y a beaucoup de théories là-dessus. La clinique du coureur étant une des écoles de pensée où Blaise Dubois a fait beaucoup de recherche, études, publications, promotion du minimalisme. Par contre, puis pour avoir entendu Blaise dans des podcasts, il s'est souvent fait dire qu'il était extrémiste dans sa pensée, puis de son propre aveu, il dit les gens oublient souvent que ce qu'il nomme, c'est que si tu as une paire de souliers et que tu sais bien que tu ne te blesses pas, ne les change pas. Puis ça, là-dessus, ça, j'adhère à 100%. Puis c'est vrai pour un patron de course, c'est vrai pour peu importe ta technique de course, etc. Des fois, j'en vois des gens, là, tu dis, OK, ça marche pas ton affaire, là. T'as les pieds ouverts, t'as les genoux par en dedans, tu cognes à terre. Puis là, tu te rends compte que la personne a du plaisir à faire de la course, elle fait les distances qu'elle a envie de faire, elle n'a pas un objectif d'améliorer sa performance ou sa distance et elle ne se blesse jamais. Ben, on touche à rien. Je veux dire, je ne changerai rien. Cette personne-là est contente, est heureuse, elle arrive à faire ce qu'elle a envie de faire de façon sécuritaire. On induit juste du risque si on essaye de changer quelque chose. Je prends cette théorie-là et je l'applique 100% aux souliers. Tu as un soulier dans lequel tu es bien,
puis que tu te blesses pas, puis qui remplit tes objectifs, ben parfait, garde ce soulier-là. Par contre, dans le sens du minimalisme, on parle de technologie de soutien, correctrice, etc. Moi, je pense que ça peut avoir un certain bénéfice chez certaines personnes. Je crois aussi qu'il y a moyen d'aller tendre vers moins de technologie correctrice graduellement. Ça, c'est le mot clé. Parce qu'encore une fois, si on le fait de façon drastique, c'est un risque énorme de blessure. Mais généralement, ça va venir avec du renforcement compensatoire. Si tu enlèves une technologie correctrice sur ton soulier, c'est pour renforcer ton corps. Ça peut se faire avec de la muscu, ça peut se faire avec des exercices de neuroproprioception, par exemple, au niveau de l'arche plantaire. Mais tu devrais être en mesure de rendre ton corps un peu plus fort, un peu plus résilient, puis ne plus avoir besoin de ces technologies correctrices-là, qui généralement sont des souliers un petit peu plus dispendieux. Plus il y a de technologie dans un soulier, plus il va être cher et dispendieux. Fait que je te dirais, c'est un peu ça, moi, ma position. Je suis pas 100% minimaliste, mais je suis pour un corps fort et résilient. Fait que ma réponse est un peu entre les deux, là. Mais à la base, c'est, y a-tu un soulier, je vais revenir avec ma phrase 1, je pense, de cet épisode-ci. Est-ce que tu es bien dedans? Puis est-ce que tu te blesses ou pas? Puis après ça, ben on va gérer, là. Toi, tu y vas avec tu as utilisé le mot polarisant, puis moi, j'utiliserais quasiment le mot religion rendu là, croyance politique. Mais je voudrais revenir un peu en arrière, dans le fond. La théorie du minimalisme, c'est que si tu cours nu-pied, tu vas automatiquement t'améliorer en courant parce que ton corps va t'empêcher de te blesser. Fait que tu feras pas des longues distances. Si tu essaies de courir sur l'asphalte nu-pied puis que tu cognes du talon, après 4 pieds, tu vas arrêter de courir parce que ça va te faire mal. Donc, la théorie derrière, c'est que plus qu'on est proche du sol, plus que ton cerveau, ton corps va s'adapter à bien courir, versus si tu utilises des technologies correctrices, ben t'encourages un peu cette paresse-là de ton corps, de se fier sur ces technologies-là plutôt que de le développer, fait que tu le développeras jamais. L'autre chose, c'est que nous, en Amérique du Nord, on a plusieurs générations de porter des chaussures. Et des chaussures épais, on pense aux filles avec les talons hauts, ce qui fait qu'avec le temps, notre morphologie, c'est notre tendon d'Achille n'est plus ce qu'il était, donc il n'est plus aussi étirable que si on est des humains qui marchent nu-pieds, comme dans certains pays d'Afrique, entre autres. Fait que c'est là qu'est le problème de si tu passes de « je suis habitué de toujours marcher sur une semelle » à « je m'en vais » nu-pied, tu risques de te blesser, surtout le tendon d'Achille. Puis, il y a une progression, comme tu as dit, c'est vraiment une progression. Puis là, c'est là que tu peux passer, on va en parler plus tard, mais baisser ta drop ou baisser l'épaisseur de ta semelle. Tu fais jamais les deux en même temps. Puis, mettons, faire 1-2 saisons, tu passes, mettons, de 10 mm de drop à 8 mm, 7 mm. Tu fais 1 ou 2 saisons. Après, peut-être tu peux baisser l'épaisseur de ta semelle jusque dans quelques années, arriver au fait de plus avoir de drop et à la limite, peut-être même être capable de... Je connais pas le nom, là, mais les espèces de chaussettes en rubber là, qui a l'air des gants pour les pieds. Là. Les five fingers. J'aimerais ça, juste porter ça. Fait que j'ai pas d'opinion sur si c'est bon, si c'est mauvais. Ce que j'ai fait, moi, j'ai essayé cette progression graduelle-là de diminuer pour aller vers un mode un peu plus minimaliste. Puis j'ai commencé à avoir des petites douleurs. Puis là, mon ostéo m'a replacé. Puis là, un moment donné, il dit comment tu commences à avoir des douleurs comme ça? Puis là, je dis, j'essaie de passer d'une chaussure. Puis il m'a regardé. Puis il m'a dit, tu sais que c'est une théorie. Hein? Il dit, il n'y a rien de prouvé que, tu sais, c'est un peu comme on disait, c'est un sujet polarisant. Il dit, il n'y a rien qui prouve dans les études présentement que c'est la chose à faire. Fait qu'un peu comme tu disais, si t'es confortable, tu te blesses pas, comme change rien, t'aimes ta chaussure. C'est pas dit que ça va donner des meilleures performances, c'est pas dit que ça va rien changer overall de passer à un mode minimaliste. Fait que... Une petite anecdote un peu petit parce que tu m'as fait allumer quand tu as parlé de courir du pied. Effectivement, c'est souvent nommé pour faire le test. Puis ça nous donne une bonne idée de quoi a l'air notre patron. Là. Comme tu dis, tu le sais assez vite si ça fait mal. Là. Mais il y a des athlètes de haut niveau que dans les courses officielles sont obligés de partir avec des souliers. Ça prend des souliers. Fait qu'il y en a qui s'alignaient sur la ligne de départ avec des souliers.
il faisait pas long, il les pognait, il les lançait dans le fossé puis il continuait nu-pied là, parce qu'il s'entraînait nu-pied. Je pense à certains, il y a des Kenyans entre autres qui sont habitués de courir nu-pied parce qu'ils sont un peu plus en sentier, en terre battue dans certains coins. Mais même sur route, là, j'en ai vu des gens. Là. Même ici à Shawi, Série du Diable, il y avait un gars l'année passée qui courait nu-pied là, dans la rue Sasphat en plein été. Là. Une rue qui n'est pas nécessairement 100% nettoyée. Moi, je le trouvais un peu courageux, mais il y a effectivement des gens qui vont courir complètement nu-pied. Par rapport au minimalisme, par exemple, tu sais, là, on a parlé beaucoup de drops, semelles, etc., technologie correctrice, mais s'il y a un point qui peut être important qui peut être amélioré, je vais dire sans risque, mais avec beaucoup moins de risque que tout ce qu'on vient de nommer, c'est le poids de la chaussure. Parce que les études qui ont été faites nomment que pour 100 grammes de plus au pied, donc si vos souliers pèsent 100 grammes de plus, c'est 1% de plus de coût énergétique que ça vous impacte. Fait que d'avoir des souliers qui seraient très lourds, ça serait très exigeant. Fait que vous déployez plus d'énergie pour la même performance. D'alléger les souliers, de trouver un modèle qui est de plus en plus léger, il y a une certaine limite, mais ça a un gain quand même assez important. Fait que pour chaque 100 grammes au pied qu'on retire, on gagne 1% d'efficacité en quelque part. Puis d'ailleurs, Nike a fait un peu leur campagne là-dessus. Là. Il y avait les Fly, Alpha Fly, Zoom, etc. Les premiers, c'était les 2%. Puis après ça, ils ont sorti un paquet de modèles avec du pourcentage comme ça, en prétendant que tu avais un gain de 1, 2, 3% automatiquement en mettant ces souliers-là. Ce qui a été partiellement démenti ou vérifié, là, dépendamment de quel bord qu'on se met, là, mais oui, il y a un certain gain de ce côté-là. Puis, à la base, c'était des souliers qui étaient très légers. Bon, ça donne qu'il y avait aussi des technologies de plaques de carbone, etc. pour du retour de force. Ça, pour vrai, on est dans un autre registre. Là. Mais à la base, il était quand même plus léger aussi. Là. Nice. Puis j'ai entendu, là, je c'est comme pas shooter des trucs. C'est le vendeur chez Endurance qui me parlait. Je me souviens pas si c'est Nike qui ont développé une paire de chaussures, genre, qui a une durée d'un marathon, qui sont ultra légères. Ils ont une plaque de carbone, puis la semelle est juste comme tellement collante qu'à la fin de ta course, elle coûte comme 500$ la paire, puis à la fin de ta course, un scrap. Puis on fait juste comme une édition limitée pour l'essayer, là, mais que c'est comme une espèce de nouveau trend, j'imagine, comme quand tu cours après des millisecondes, puis que tu triples. Là. Fait que on s'en va vers là, des chaussures jetables pour les avoir les plus légères possibles. C'est le trade-off d'avoir moins de matériaux dessus pour avoir justement gagné ces quarts de % ou demi% là, de plus sur une course. T'as 100% raison, c'est les Adidas qui ont fait ça. Puis quand on regarde les derniers marathons majeurs là, depuis, mettons, le début 2024, il y a eu beaucoup de podiums de fait avec ces souliers-là, autant hommes que femmes. Et puis, effectivement, là, c'est une affaire de ça, 500-600$ la paire pour un one-shot. Leur marketing, c'est qui est bon pour 42 km et une run de préparation. Fait que bref, les gens vont les mettre une fois, un genre de 10, là, le shake-out run avant pour dire « Ok, je les ai essayés, je les ai un peu mis à mon pied, ils n'ont pas de défaut majeur. » Parce que ça arrive qu'un soulier, vous l'achetez puis il y a un défaut dedans, il pourrait vous blesser. Fait que les gens peuvent l'essayer pour une pré-run, un 42, c'est fini, ça s'en va à la poubelle. Je trouve ça honnêtement un peu dégueulasse là, au niveau développement durable pour un dessin de performance, mais bon, je comprends que certains élites sont peut-être là. Entre ça puis la F1 qui change 2-3 fois ses pneus pendant une course, tu sais, ça se ressemble finalement. C'est ça, ça reste l'élite quand même. Là. C'est ça. Fait que je vais acheter ça pour les tortues, fait qu'on va faire un podium cette année. Oh! Adidas, si vous voulez commenter le podcast, on va prendre 2 paires. Oui! On va mettre nos valeurs écologiques de côté, puis on va prendre 2 paires pour les tortues. Ouais, c'est ça. T'as lâché tantôt, t'as parlé de hauteur de semelle, de drop, etc. Mm-hmm. Ça, c'est peut-être vraiment occulte pour plusieurs personnes. Je pense que ça vaut la peine qu'on l'explique un peu. Oui. Il y a la hauteur de semelle, ça va être vraiment la hauteur moyenne entre le dessous de votre pied puis le sol. Fait que vraiment, c'est assez simple, là, l'épaisseur de la semelle. La drop, c'est le différentiel entre la hauteur au talon et la hauteur à l'avant du pied dans le soulier. Généralement, dans le plus clair des modèles, l'arrière est un petit peu plus haut que l'avant. Fait que si on marche nu-pied, par exemple, je suis à 0 drop parce que mon talon est à
est à terre, puis mon devant de pied est à terre. Donc, j'ai aucun différentiel entre l'avant et l'arrière du pied. Un talon haut, va avoir, mettons, un soulier à talon haut. Pour une femme qui met talon haut, là, c'est une drop de, je sais pas moi, 3 cm, 4 cm, ça dépend. Fait que juste pour vous imaginer, là, c'est ça la drop. C'est la différence entre l'arrière et l'avant. Mais ça n'a pas de lien avec l'épaisseur de la semelle. Parce que je pourrais avoir, là, je vais dans les extrêmes pour qu'on comprenne bien, je pourrais avoir une semelle arrière à 10 mm d'épais, puis 2 mm d'épais en avant, j'aurais une drop de 8. 10 moins 2, 8. Mais je pourrais avoir à l'arrière une semelle qui au talon a 40 mm de gomme, puis qui en a 32 en avant, j'aurais toujours une drop de 8. 40 moins 32, je suis encore à 8 mm. Je suis beaucoup plus haut du sol, ça va changer la dynamique de course, 100%, mais je vais avoir quand même une drop de 8 mm. Souvent, d'épaissir la semelle, ça va avoir comme effet de... Les gens vont avoir tendance à aller un petit peu plus sur le talon, un petit peu plus dérouler le pied. Puis comme tu l'as dit, comme il y a une absorption, une protection, ben, tu ne ressens pas nécessairement le désagrément de comme si tu courais nu pied direct sur le talon, ça cognerait par terre. Fait que souvent, on va voir une petite transformation du patron de course, quelqu'un qui passe vers des souliers qu'on va appeler un peu plus maximalistes, qui va être un peu moins avant-pied, un peu moins mi-pied, qui va tendre un petit peu plus talon. Parce qu'on est bien, ça fait pas mal, puis c'est relativement protecteur. Par contre, ça, c'est sûr que là, les compagnies ont travaillé super fort à développer des gommes très épaisses, mais très légères. Ce qui fait qu'ils sont capables d'avoir quand même des souliers avec beaucoup de gomme. Puis il y a une tendance, là, moi j'en vois, là, je regarde les On, entre autres, là, c'est les Oka, même chose, qui sont des souliers qui ont fait leur réputation sur des très grosses semelles, très épaisses. Puis il y a des pros qui courent là-dessus. Là. Fait que j'oserais dire, ce sont de très bons souliers. Fait que c'est pas juste ça. Ce ne sont pas que des minimalistes qui vont gagner des courses. Il y en a qui vont courir sur des souliers comme ça. Moi, je me souviens, le premier épisode avec Diane Légaré, elle court sur de la semelle épaisse qui rebondit. C'est ce qu'elle disait, là, du GT2000, là. C'est comme la semelle, comme des chaussures de débutants, là. Ben, elle a fait des podiums. Elle a comme le record canadien d'un femme, puis elle en fait encore des records. Puis ce qu'elle aime, c'est de la chaussure épaisse qui rebondit. Ça fait que c'est... Je pense pas qu'on va l'avoir pour qu'elle soit barefoot. Ouais, c'est ça, mais ça revient à base à être confortable, être bien, puis pas se blesser. T'sais. Exact. Au niveau de la drop, là où il y a à faire plus attention, c'est que ça vient, tu l'as nommé tantôt aussi un peu dans un de tes exemples, où ça vient mettre une pression sur le tendon d'Achille. Si je cours toujours avec un soulier avec un 12 mm de drop, par exemple, ça veut dire que mon talon est un petit peu plus haut. Ça vient donc raccourcir un petit peu mon tendon d'Achille. Il n'y a pas besoin d'aller en pleine extension. Si je courais nu-pied, tu comprends, que mon talon touchait à terre, ben j'étirerais mon tendon d'Achille de techniquement 12 mm de plus que si j'ai un soulier qui a une drop de 12. Et on dirait 1 mm, c'est rien, 2 mm, c'est rien. Moi, je peux vous dire que ça fait une différence. Je l'ai nommé d'un épisode récent où j'ai ressorti mes souliers d'été à 4 mm, alors que tout l'hiver, j'ai couru avec du 10. Je m'en suis senti des mollets, là, parce que les mollets sont attachés au tendon d'Achille, qui sont attachés au fascia plantaire sous le pied. Fait que tout ça est ce qu'on appelle la chaîne postérieure. Ben, je l'ai ressenti. Mon mollet et mon tendon d'Achille travaillaient pas mal plus parce qu'ils tiraient de 6 mm de plus à chaque sortie, à chaque foulée, pardon. Et ce qui amène la logique aussi d'intégration. C'est vrai de faire une intégration graduelle pour des nouveaux souliers, mais c'est encore plus important s'il y a un changement de drop entre les deux modèles. Quand on parle d'intégration, généralement, là, pour faire très simple, moi, ce que je vous dirais, c'est que vous prenez votre sortie la plus courte de la semaine, puis vous la faites avec vos nouveaux souliers, puis après ça, vous remettez vos anciens. Ce qui veut dire de ne pas attendre qu'ils soient finis frais de vos souliers avant d'en acheter un autre paire pour pouvoir faire cette transition-là. Puis après ça, semaine 2, même chose. On fait la sortie courte, puis peut-être une autre petite. Après ça, semaine 3, ben, je vais me faire une sortie médium, par exemple. Puis à un moment donné, vous allez être capable de porter les deux en alternance sans problème. Puis quand les plus vieux seront complètement scrap, ben là, on les abandonne, puis on continue avec l'autre paire. Ce qui n'empêche pas d'avoir 2, 3, 4 paires en rotation, puis de toujours faire ça, mais c'est à l'intégration du soulier, il faut le faire graduellement. Puis après ça, ben, si on veut garder finalement cette résilience-là du corps de courir sur du 4, 6, 8, 10, 12 mm, ben c'est de les sortir en alternance relativement régulièrement chacun de ces souliers-là.
Je fais vraiment pas ce que j'ai à faire. Moi, généralement, quand ils sont finis, je me dis, ouais, ça serait le temps que j'aille chez Boutique Endurance. Puis 1 mois et demi, 2 mois plus tard, je suis comme, ouais, je pense que là, il faut vraiment que j'y aille. Puis là, ça fait comme, ah, j'ai une paire de chaussures neuves puis une longue affaire, fait que je vais les essayer. On va essayer pour la peine. Oui, ça essayer pour la peine. Fait que ça ressemble plus à ça, moi. Puis, tu sais, c'est drôle parce qu'on m'a posé la question justement cette semaine. Ouais, mais moi, mes souliers sont percés, sont finis. Qu'est-ce que je fais pour faire l'intégration? Là, tu sais, si t'as plus de bénéfices à juste partir avec les nœuds et avec le risque qui vient avec, que de continuer à courir sur des souliers finis qui finalement amènent aussi un risque de te blesser, change, puis c'est tout. Là, c'est une balance de risque, puis c'est de voir qu'est-ce qui est le moins pire des maux finalement, puis c'est bien correct. Hey, moi, je veux revenir sur l'épisode avec David. Isabelle, elle a fait un super belle intro sur nos 5 sens, puis elle essayait de voir l'odorat où ça se plaçait dans la course. Et on parle d'usure, fait que je fais un segue vers ça. L'odeur des chaussures est un très bon point. On va parler des autres points. Quand vos chaussures puent et que vous les lavez et qu'elles puent encore, c'est le temps d'échanger. Fait que je voulais juste shooter out l'intro d'Isa. Donc, l'odorat peut être pratique dans la course pour ça. C'est un très bon signe quand il y a un écosystème de bactéries dedans que c'est un bon moment pour le changer, mise autres les autres points qu'on va regarder. Très bon point. Je pensais pas qu'on aborderait l'usure en parlant des souliers qui puent. Mais oui, t'as tout à fait raison. C'est vrai, souvent ça va être un genre de champignon qui se loge, là, évidemment, ou des bactéries qui se logent dans le soulier. Puis ça donne une bonne idée qu'ils sont dus. Là. Souvent, ce qu'on va voir, c'est qu'on va regarder la semelle en dessous. On dit, hey, est usée ou est encore bonne, tout est beau. Mais juste faire la distinction dans une chaussure de course, il y a 3 semelles. Il y a la semelle extérieure, la outsole, il y a la midsole qui est la semelle intercalaire, puis la inner sole qui est vraiment là où on dépose notre pied à l'intérieur. Celle d'intérieur, généralement, elle va donner une petite arche de pied, etc., confort. C'est pas tant elle qui est le plus impliquée. La semelle extérieure, évidemment, que c'est elle qui va procurer les crampons puis l'adhérence au sol. Mais selon moi, la plus importante, c'est la semelle intercalaire entre les deux qui, elle, a l'absorption, le rebond, puis dans certains cas, justement, les technologies soient correctrices ou d'amélioration. On va parler des petits blocs pour empêcher la pronation, des petites sections un petit peu plus rigides pour empêcher que le pied s'affaisse, ou à l'autre extrême, pour de la performance, des plaques de nylon, des plaques de carbone qui vont faire un retour de force à chacune des foulées. Et cette semelle-là, c'est celle-là, je trouve, qui est la plus difficile à distinguer si elle est encore bonne ou pas. On le voit beaucoup au feeling. Moi, je sais qu'il y a des paires de souliers, qu'à un moment donné, je les mets, je commence à avoir mal dans le bas du dos. Généralement, c'est un signe que ma semelle intercalaire est finie et elle ne fait plus ce qu'elle a à faire. L'autre signe qu'on peut voir, c'est que dans le côté, quand on la regarde, ça fait un peu un effet de cicatrice, là, un peu comme une éclair là, qui se défait en différentes branches. On peut voir ça dans le côté d'une semelle. Généralement, ça aussi, c'est signe, si elle est plus ou moins profonde, mais c'est signe que la semelle intercalaire est défoncée, puis elle ne revient plus à s'écraser comme pour une ultime fois, puis qu'elle a pu son retour. Là. Sinon, ben, la semelle extérieure, je pense que c'est la plus facile à diagnostiquer. On le voit là, quand les crampons sont rendus lisses, puis qu'il n'y a plus de grippe par terre. Ça aussi, c'est un autre bon signe que c'est à changer. Je vais juste faire un petit retour sur ta semelle intercalaire. Moi, je vais beaucoup au feeling. Merci pour la cicatrice parce que j'ai déjà vu ça sur des chaussures, mais j'ai jamais fait le lien. Il y a un moment donné qu'on sent qu'ils rebondissent juste plus. On dirait comme ton talon rentre d'un trou comme vraiment trop moulé pour ton talon. Et quand tu cours, ben moi, c'est sûr, c'est au feeling. Là, c'est très, très peu scientifique, mais je le sens. Là, comme là, justement, là, mes Hierro 7, là, j'ai fait l'hiver dessus, puis je sens que j'ai pas le rebond que j'ai de besoin. Là, je sens que ça rebondit plus. Puis sur la semelle extérieure, quand vous les changez, ça vaut la peine quand vous allez au magasin de les apporter ou quand vous consultez, mettons, un coach la première fois, de les apporter aussi. C'est très, très révélateur sur votre patron de course. Parce qu'on va voir des zones d'usure sur le soulier. Puis ça donne une idée de votre patron de course, comment vous courez, puis de l'atterrissage de votre pied au sol. Fait que ça, c'est intéressant à voir. Côté visuel, on regarde aussi de l'autre côté du soulier au niveau de l'empeigne, donc tout le tissu ou le mesh qu'il peut y avoir sur le dessus.
Ben, s'il y a des trous qui est déformé, l'empeigne, ben ça aussi, c'est un signe généralement que probablement que le reste de la semelle, vous ne le voyez pas, mais elle a atteint sa fin de vie utile. S'il y a des trous dans le côté de vos souliers, ce qu'on appelle le toe box, là, qui est l'espèce de boîte à orteils pour faire une traduction libre, donc à l'avant du pied, à la partie la plus large, normalement, si ça défonce, c'est que le soulier n'était pas assez large. Le tissu va venir qu'à déformer et à déborder chaque côté, puis il va s'user prématurément. Ceci étant dit, il existe des largeurs dans les souliers. Généralement, les souliers vont être une largeur, par exemple, chez les femmes, je pense une largeur B, puis il va exister du D. C'est pas toutes les marques qui en font, mais de plus en plus. Par contre, des fois, il faut le demander, puis ça va être une commande spéciale. Puis je reviens sur les femmes, les souliers d'hommes sont plus larges. Donc là, on peut faire abstraction de la couleur, parce qu'une chaussure, c'est une chaussure à la base. Hein? Ça n'a pas de sexe, une chaussure. Si vous avez besoin... Ça me semble féminin, moi. Une chaussure. Ouais, c'est ça. C'est là que ça devient un soulier, tu vois. On a trouvé le point. Puis, fait que bref, c'est ça. Des fois, d'aller dans les chaussures d'homme, en gros guillemets, si ça vous procure, encore une fois, du confort parce qu'il est plus adapté en largeur, parce que vous avez un pied large, ben moi, je vous incite fortement à passer au-dessus du fait que c'est une chaussure d'homme, puis d'y aller pour justement le confort, puis de ne pas les briser, même les user prématurément. La seule petite chose là-dessus qui est un peu plate, c'est qu'il y a quelques grandeurs qui se font pas dans homme-femme. Parce que moi, je suis direct dedans, je pense que femmes, ils font pas comme de 12,5. Il y a un calcul à faire, puis il y a quelques grandeurs, parce que des fois, il y a des chaussures de filles que je voudrais acheter pour le look. Puis c'est juste plate parce que je suis comme soit un demi-point trop haut ou trop bas, parce qu'ils font pas, je pense, le 12 dans le femme ou un enfant dans le même. Ils font pas le 11,5. Ça me prendrait un 11,5, puis ils font 12 ou 13, whatever. Fait que juste ça, si vous êtes malchanceuse, mesdames, puis vous tombez dans le range qu'ils font pas. Mais sinon, oui, clairement, ce sont les mêmes chaussures sans sexe. On est inclusif ici. C'est ça, c'est beau, bout. C'est des chaussures plus. Oui. Sinon, au-delà du visuel puis de l'odeur, ben c'est sûr que dans les outils comme que ce soit Garmin, Strava, whatever, on peut suivre le millage de vos chaussures. Si vous en avez une paire, c'est assez facile, vous les mettez par défaut, ça le calcule tout seul. Si vous en avez plusieurs, ben quand vous ne mettez pas votre chaussure courante, bien évidemment, il faut aller manuellement le changer sur chacune de vos sorties pour avoir un total qui est idéalement le plus juste possible. Généralement, puis là, ça outrepasse pas de faire un examen visuel des souliers, mais généralement, les souliers, on va parler d'entre 500 et 1000 km de durée de vie utile. Il y en a qu'à 350, 400 ou 42, tu l'as nommé tantôt, Coach Frank, sont finis puis il n'y a plus rien à faire. S'ils vous blessent ou sont brisés, sont terminés. Entêtez-vous pas parce qu'ils ont juste 325 kg, sont peut-être finis. Puis il y a d'autres modèles qui sont réputés pour leur durabilité puis qui vont aller chercher justement jusqu'à du 800, 900, même 1000 km sans trop de problèmes. Mais ça, encore une fois, c'est un indicateur, c'est un guide, mais c'est pas une valeur absolue. Exactement. Ça prend la rigueur dans Strava, excuse-moi, c'est juste cette rigueur que je n'ai peut-être pas, que je n'ai point. Ouais. Je sais jamais vraiment comme mon millage, je vais à peu près. Il y a malheureusement, tu sais, j'ai des chaussures que j'ai toffées vraiment longtemps, puis que sincèrement, ils allaient bien, puis d'autres que vraiment, ils ont une durée de vie très limitée. Je dirais en bas du 400, là, qu'à un moment donné, ça fait juste comme ça finit, puis ils sont mortes. J'en ai eu une paire comme ça, justement, qui est une paire un peu plus, vraiment des racers là, particuliers. Puis à partir de 400, justement, j'avais mal dans le dos. Je me disais, voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Je me suis trop entraîné, j'ai pas fait ma gestion de volume. Finalement, genre, peut-être les souliers, mais tu sais, j'y croyais modérément. Je me suis mis à mettre d'autres choses. J'ai remis ces souliers-là plusieurs semaines plus tard. Même effet. OK, c'est beau, ils sont finis. Puis j'en avais acheté 2 paires à l'époque. Et la deuxième paire a fait exactement la même chose, autour de 400-450. J'ai commencé à sentir des douleurs au bas de dos, avoir des tensions un peu partout. OK, la gomme est finie. Elle a donné la réactivité qu'elle avait à donner. C'est un soulier justement qui était plus dédié à la course, plus performant si on veut, mais le trade-off, c'est qu'il était beaucoup moins durable. Puis moi, je voudrais juste te rappeler que ta blonde fait dire que tes Skechers sont finis depuis longtemps. Ça me le répète à chaque occasion qu'elle a. Je le sais.
Je le sais. On va mettre ça sur le sondage de Spotify. Là. On va mettre un sondage. Est-ce que les Sketchables sont finis? Votant en grand nombre. La réponse, c'est oui, je le sais. L'autre élément, c'est un peu la durée de vie. La date, je vais dire, de fabrication. Là, ça, c'est encore moins scientifique que le millage. Là, mais moi, je dirais qu'après 1 an ou 2, il faut commencer. 1 an, c'est peut-être short, là, mais mettons un soulier qui a 2 ans, même s'il n'y a pas beaucoup de millage, il a quand même vécu. Là. Il a vécu de l'humidité, de la chaleur, de la sécheresse de votre maison l'hiver parce que vous chauffez au bois ou je ne me souviens plus. En tout cas, il y a un chauffage qui est plus asséchant. Tout ça, ça vient quand même impacter la semelle puis toutes les structures dans le soulier, ce qui fait que ça affecte justement sa durabilité puis sa réactivité. Même chose si vous avez un soulier d'été que vous utilisez l'hiver, le fait que cette semelle-là soit sous impact quand elle est gelée puis qu'elle n'était pas nécessairement prévue comme un vrai soulier d'hiver où les matériaux vont être pris en conséquence, mais ça aussi, ça vient taxer, même si on ne fait pas autant de millage, c'est un peu plus taxant justement pour la semelle puis les matériaux. Fait qu'après un certain temps, il faut y penser. Au même titre que je vous dirais de faire attention dans les espèces de ventes sous la tente où les magasins vont sortir des fois du stock d'il y a 6 ans. Tu te dis, hey, c'est le deal du siècle, ils sont à 40$, mais tu sais, c'est sec, bord en bord, puis tous les matériaux ont eu le temps de sécher dans l'entrepôt. Je dirais pas que c'est très, très sécuritaire. Il faut être vraiment, vraiment prudent. Il y a un risque à acheter des souliers qui sont vieux, même s'ils n'ont pas subi les chocs de foulée du temps. Mais je suis totalement d'accord avec toi. Moi, c'était une anecdote. Moi, j'avais une paire de Salomon que j'aimais beaucoup. Puis je savais qu'elle allait discontinuer le modèle. Fait que je n'ai acheté une autre paire en fin de saison. Puis je me suis dit, je vais en avoir une deuxième paire pour quand ça sera le temps. Et c'était les lacets là, qui se clipent tout seul. Là. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Je trouvais ça vraiment cool. Fait que je pars aux États-Unis. Je prends ma nouvelle paire qui a peut-être comme, je sais pas, 2 ans, mais neuve dans la boîte, totalement neuve. J'arrive à la douane, ils me font enlever mes chaussures. Quand je viens pour remettre, les lacets cassent. Ils ont vraiment séché. Puis là, ben, ils étaient comme inutilisables. La façon que ces chaussures-là étaient faites, je pouvais pas mettre des lacets normales. Puis là, j'étais comme plus capable de lasser mes chaussures. Fait que j'ai réalisé que ma bonne idée de prévoir, parce que j'aimais le modèle, d'en garder d'avance, c'était pas une si bonne idée que ça, finalement. Hey, c'est cool parce que tu as un exemple concret de le lacet à casser. Mais dites-vous que l'impact est exactement le même sur la semelle, c'est juste qu'il n'est pas visible. Fait que c'est sûr que la semelle était sec. Si c'était des chaussures pour marcher, je m'en serais peut-être pas rendu compte. Mais dans les chaussures de course, c'est sûr que ça sèche. Ça finit par sécher. Au gré de l'épisode, on a quand même nommé beaucoup de marques, mais pour moi, ce n'est pas un endossement d'une manière ou d'une autre. Il y a des préférences. Je pense que tout le monde sait que j'aime mes sketchs d'amour, un petit peu trop longtemps d'ailleurs. Mais c'est vraiment, je reviens à la base, là, c'est le confort puis la sécurité. La sécurité dans le sens que c'est un modèle pour lequel vous vous blessez pas. Puis c'est ça qui prime. C'est vraiment ça qui prime parce que j'oserais dire de façon très, très à haut niveau, il n'y a pas de mauvais soulier, mais il y a un mauvais soulier pour vous. Puis il n'y a pas de soulier ultime ou de très bons souliers. Il y a un très bon soulier pour vous. Moi, je finirais sur un petit conseil. N'hésitez pas à en essayer plus. Soyez pas gênés quand vous y allez. Puis ça m'est arrivé dernièrement, là, mes New Balance 880, je voulais même pas les essayer. Je m'étais trouvé une paire de Brooks. Puis ces coachs Jam, ils disaient, essaye donc ceux-là. Puis je disais, moi, les essayer pour te faire plaisir, mais sincèrement, ça m'intéresse pas. Là, puis finalement, je tombe en amour avec. Fait que ça vaut à peine de, tu sais, oui, t'essayes 3 paires, il y en a une que t'aimes plus. Essaye-en peut-être une 4e pareil, juste pour te clairer. Oui, c'est sûr, les vendeurs, ils veulent vendre le plus rapidement possible. C'est le but d'une boutique, même s'ils sont là pour nous servir. Peut-être vous allez déranger 5 minutes de plus, mais ça vaut vraiment la peine de n'essayer une paire de plus. Ben parce qu'en plus, vous allez l'avoir pendant plusieurs mois. Là. Fait que c'est quoi justement 5 minutes de plus? J'oserais dire que dans une boutique spécialisée, c'est un petit peu plus facile. Ils sont probablement plus ouverts à ça, à dire ben oui, je vais aller t'en chercher, on va l'essayer. Plus en mode conseil, même si au bout de la ligne, on comprend, là, ils sont là pour vendre des souliers, mais c'est souvent il y a plus d'ouverture à en essayer plusieurs modèles. Puis j'appuierais aussi l'autre fait, je connais des gens qui me disent ben moi j'ai toujours couru sur un Kinvara, j'ai un Kinvara 8, 9, 10, 11, 12, il vient de sortir le 14, je vais aller l'acheter, c'est mon soulier. Soyez prudent avec ça.
parce que les compagnies, pour garder le edge, vont faire des évolutions sur chacun des souliers. Ils vont vouloir mettre des nouvelles technos, faire des changements, basés sur soit les commentaires des gens ou sur une économie de coût. Mettons, ils vont changer certains types de matériaux. Donc, l'évolution d'un soulier peut changer de façon importante. C'est pas parce que c'est le même modèle, quand c'est un nouveau numéro pour une nouvelle année, le soulier peut avoir changé quand même de façon à ce que vous soyez plus confortable dedans. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé cette année. J'ai commandé, j'ai dit à coach Dom, mets-moi une paire de 8,80 de côté. J'étais arrivé, puis j'ai dit, je vais les essayer au cas. Puis il me faisait plus. Le modèle, je cours avec du 10. Le 10 était trop petit, puis le 10,5 était trop grand. Si je l'avais commandé en ligne, parce que je me dis c'est le modèle que j'aime, il fitait plus. Fait que ça faisait comme 3 paires consécutives que j'achetais, puis celles-là, ils ont changé quelque chose. Ils ont changé la grandeur. Qui a changé la grandeur. Fait que ça vaut 100% la peine de les réessayer. Tu sais, s'il y a un modèle, comme tu dis, tu as la version 10, puis tu sais quoi, puis tu en recommandes une pareille, c'est correct, là, ça va, vous les connaissez. Mais quand il y a une évolution, là, ça vaut la peine de les réessayer. Puis j'oserais dire, même quand vous êtes fan d'un modèle, puis vous prenez justement la version 9, 10, 11, aux 2-3 versions, même si vous êtes bien dedans, des fois, ça vaut la peine d'aller screener le marché, puis d'aller le voir, juste réessayer justement qu'est-ce qui se fait ailleurs. Puis tu as dit quoi d'important que j'étais en train de passer à côté de parler? La grandeur des souliers. Trop de gens vont aller s'acheter des souliers en prenant la grandeur de leur soulier de jour, leur soulier de ville. Tu sais, ben, je vais m'acheter des chaussures de course. Moi, je porte du 8 dans la vie. Je vais m'acheter des 8. Rarement ça. Généralement, c'est un demi à un point de plus. Pour la simple et unique raison que des fois, vous allez avoir des chaussettes un peu plus épaisses. Encore plus vrai si c'est un soulier d'hiver, pardon. Mais plus les distances allongent, plus il fait chaud dehors, votre pied va enfler. Fait que s'il n'y a pas de place pour ça, pour que votre pied prenne de l'expansion, ça va être vraiment inconfortable. L'autre chose, c'est que comme à la marche, on ne va pas mettre d'impact, à la course, le pied va avancer toujours un petit peu dans le soulier avec l'impact. Puis si les orteils touchent au bout et qu'ils cognent, c'est très fréquent de voir les orteils venir noirs ou même perdre des orteils parce qu'il y a une percussion des orteils au bout du soulier. Généralement, c'est parce que le soulier est trop petit et trop court. Fait que facilement, je dirais, un demi-point par rapport aux chaussures que vous portez de façon régulière dans le jour. Ça peut même aller jusqu'à 1 point. Et avec l'expérience, le pied va se transformer. Le pied va se muscler un petit peu plus avec l'expérience de course. Puis on va dire qu'il va allonger. Dans les faits, c'est plus qu'il s'affaisse. Sous la force d'impact, des fois, l'arche du pied peut venir qu'à s'amenuiser un petit peu, ce qui fait que ça fait allonger le pied. Vous pouvez commencer à courir cette année, porter des 10, puis je ne serais pas surpris de vous voir porter des 11 l'année prochaine parce que votre pied va se transformer avec l'expérience de la course. C'est une solution pour apaiser d'autres choses, tu me le diras. Ça va aller. En finissant, je vous partage un site que moi j'adore, mais je me considère un maniaque des chiffres puis des reviews de toutes sortes, qui est Soul Review. Je vais mettre les liens dans les notes de l'épisode. Je trouve qu'ils font des reviews qui sont exceptionnels. Il y a un beau résumé au début avec les pour, les contre d'un soulier, une note qui est cumulative. Puis si on va aller plus loin, on peut aller dans leurs articles où on va voir c'est quoi la durabilité, sont où les points d'usure reconnus pour ces souliers-là, est-ce que c'est au niveau de l'empeigne, le talon, etc. Puis là, selon votre type justement de course, mais on pouvait dire, ouais, peut-être pas un soulier pour moi s'il use vite là, puis moi j'utilise beaucoup cette partie-là. Ensuite, ils vont donner des recommandations pour faire une rotation. J'ai besoin d'un racer pour mes journées où je vais aller vite. J'ai besoin d'un daily trainer, puis j'en ai besoin d'un autre pour mes très longues distances. Ils peuvent donner une combinaison dans la même marque ou dans différentes marques. Ils vont souvent faire l'analogie de le soulier qu'on est en train de regarder avec des équivalents dans 2 autres marques. Donc là, vous comprendrez que moi, quand je tombe dans un rabbit hole, puis là, je vais aller lire l'autre, puis l'autre, puis l'autre. Mais pour vrai, je trouve que leurs reviews sont extra clairs. Puis ça donne quand même une bonne idée plus vécue, peut-être plus objective que juste lire les fiches des manufacturiers qui souvent ne disent pas grand-chose puis que c'est beaucoup plus un volet marketing qu'informationnel. Oui, exactement. Puis à part dire qu'il y a une drop de 12 puis une épaisseur de 8, là, c'est comme, OK. What's next?
Puis encore, je trouve que les mesures, des fois, c'est pas tout le temps égal. Il y a des manufacturiers qui les écrivent tout le modèle, pas tout leur modèle. Et j'ai pas réussi à trouver la raison encore. Si quelqu'un la sait, je suis preneur. Mais depuis quelques mois, ce que j'ai remarqué, c'est que sur les sites de manufacturiers, maintenant, il y a un disclaimer sur la drop qui dit les procédés de fabrication pourraient faire varier. Ça pourrait être autour de 12, mais c'est pas une certitude. Fait que l'impression qu'il y a peut-être eu un cas de poursuite derrière ça, là, puis que maintenant les manufacturiers se protègent en disant c'est pas juste toi là. Il semble de voir ça à Cour suprême. Monsieur, ma drop, elle avait 11,77. Ils m'ont vendu comme un 12. Je me suis blessé, je peux plus travailler. Recours collectif, mon homme, tous ceux qui ont acheté des X dans les 12 dernières années vont recevoir 5$ par la poste. Ouais, je serais pas surpris. Cool. Hey, vas-tu avec la plug? Ben oui donc, vas-y, je t'écoute. Ben, moi, je voudrais commencer par faire une petite mise en contexte. Je n'ai jamais cru... Je me suis jamais intéressé à la nutrition, surtout aux suppléments, très peu. Tu sais, souvent, je pense que c'est comme des détails, comme quand tu avances, peut-être pas des détails, mais tout ce qui est supplémentation, j'ai mes croyances là-dessus. Tout ça pour dire que j'ai décidé, parce que j'ai des amis à job qui supplémentent, parce que j'entends beaucoup de bons commentaires, entre autres sur le podcast d'Arnold Schwarzenegger, que ça fait partie. Et aussi, quand on augmente nos performances, à un moment donné, veut pas, ben, l'alimentation commence à devenir important. Comme on dit, le triathlon, il y a un 4e sport qui s'appelle l'alimentation, fait qu'on commence à faire de la plus longue distance. Et c'est totalement pas à la Coach Bill qui a fouillé tous les sites pour trouver the best thing ever. C'est vraiment plus au feeling et tous mes chums à job qui commandent de Believe Supplements, même si le nom est anglais. C'est une compagnie québécoise. La culture d'entreprise est vraiment cool. Le propriétaire a un podcast, il s'appelle le journal d'un entrepreneur ou un journal d'un entrepreneur, quelque chose comme ça, qui parle de sa business. Quand tu commandes, tu reçois... Là, j'ai découvert la fraude, là, mais tu reçois un papier signé qui est écrit « Merci pour ton support », qui est écrit à la main. Finalement, il est imprimé parce que si t'en compares plusieurs, sont tous identiques. Mais de belles petites attentions comme ça. Puis c'est écrit que je ne suis pas allé voir les études, mais c'est third party tested, ça veut dire que c'est testé par des compagnies externes pour valider ce qui est dans le pot, ce qui est écrit sur le pot et ce que tu reçois. Donc ça semble une très bonne qualité. J'ai beaucoup de gym rats au bureau qui prennent ça. Et c'est ça, Believe Supplement, ils ont un lien que quand on le partage aux amis, ça leur donne 25$. Ça me donne rien à moi, mais je l'ai quand même partagé, puis j'ai même fait un lien court qui est coureur.io/Believe, donc vous allez avoir 25$ sur votre première commande. Pour ma part, je trippe sur les protéines vegan au Reese, mais c'est pas au Reese, c'est genre chocolat peanut, là. Le goût est vraiment bon, et c'est ça, fait que je voulais shooter out. Hey, je voulais extra sauce nos amis chez Believe Supplements qui m'envoient des cartons écrits. Merci pour ton support que j'ai fièrement affiché sur mon frigo. Fait qu'à toi matin, le Team Believe, il m'envoie du love. Ah, c'est très bon ça, j'adore ça. J'adore ça. C'est très à propos l'extra sauce avec des suppléments de nutrition. C'est parfait. Puis si tu vas... Ça, c'est drôle, hein? On parlait de ça, là, les coachs sur Instagram, là, ils remplacent tout par des scoops de protéines, genre, comme, on va te faire une bonne recette de sauce, tu remplaces la farine par 2 scoops de prots. Aïe, ça remplace n'importe quoi, ouais, c'est ça. Je pense qu'eux autres, ils ont juste jamais mangé de la vraie bouffe, tout est fait à base de protéines de prots. On a des coachs Instagram dans notre auditoire. Sachez que je trouve ça très drôle. Bill, as-tu une plug? Bien sûr que j'ai une plug, puis elle est particulière. Pour vrai, ça fait un bout de temps que j'avais hâte de vous en parler. Et moi, je vais vous parler du côté développement durable de IKEA. J'ai été fasciné. Premièrement, c'est une double plug, là. Je vais vous parler c'est un meuble que j'ai chez moi, IKEA, de la série M-Nice, qui est un meuble pour mettre des chaussures. En le fond, c'est que c'est vraiment deux grands tiroirs qui basculent un peu vers l'avant, puis dans lequel j'insère mes souliers. Puis je le referme, fait que c'est pas très épais, c'est plutôt mince, puis c'est dans notre entrée chez nous, où on a chacun notre tiroir, puis moi je remplis le mien, puis je déborde dans celui à ma blonde. Puis il y a un plus petit tiroir au-dessus, là, qui est un tiroir régulier où on met nos clés, nos bébelles là-dedans. Mais il y a vraiment là, les deux grands qui se basculent pour mettre
toutes nos chaussures de course, tout aller, etc. Fait que c'est vraiment propre, c'est clean, ça prend pas trop d'espace dans notre entrée qui est déjà un petit peu exiguë. Mais ce qui est arrivé, ma vraie plug, donc ce meuble-là, il est cool, puis pour moi, il est rempli de chaussures de course, mais dans le mécanisme de bascule de un des tiroirs, il y en a un qui a cassé. Puis là, je voulais pas remplacer mon meuble au complet. Et là, le tiroir était tout déglingué, il menaçait toujours de tomber, il fallait que je fasse attention pour pas briser le mur qui est derrière, etc. Puis là, je me suis dit, je vais aller voir ce site d'IKEA, peut-être que je peux soit acheter une pièce ou aller la chercher en magasin, il y en a peut-être. Et puis, ça a donné que j'étais dans le magasin IKEA quand je suis allé voir ça sur mon mobile parce que j'y ai pensé. Je vais sur le site, je fais une autosaisie de mes informations, d'adresse, etc. C'est quoi ton meuble? C'est quoi la pièce? C'était l'affaire. Je fais OK. Ça me dit parfait, on vous la malle chez vous. Ouais, j'ai pas rentré de carte de crédit, j'ai pas payé, j'ai pas. Ben non, c'est gratuit. Puis ils m'ont remplacé ma pièce. Ça a pris 4-5 jours. J'avais ma pièce dans la poste chez nous. J'ai remplacé ça. J'ai trouvé ça vraiment écœurant comme service. Fait que j'ai pu prolonger la durée de vie de mon meuble qui est parfait sinon. Là, c'était vraiment juste ce petit pivot-là qui était brisé. Puis j'ai été fasciné qu'il me remplace ça, aussi facilement. C'était facile de faire la recherche sur le site puis d'identifier le petit morceau, la petite pièce qui était manquante. Puis écoute, l'extra qui me l'envoie gratuit. J'ai même pas payé les frais de transport. J'ai trouvé ça vraiment cool. Fait que extra sauce à IKEA. Extra sauce à Ikea. Ben, c'est cool ça. Après avoir eu le scandale d'avoir tué plein de bébés à cause de leur braquette mal faite. Mais ce que je trouve vraiment très cool de ça, c'est qu'IKEA, si tu veux commander en ligne, c'est comme quasiment impossible. C'est tough, hein, c'est vrai. C'est comme... Puis faut que tu payes des frais de shipping qui a comme pas d'allure puis tout. Mais ils ont pensé au truc. Fait que extra sauce à eux autres, c'est vraiment nice. Puis... en Europe, ils veulent mettre une cote de réparabilité sur tout ce que tu achètes. Fait que ça, j'ai hâte que ça arrive au Canada. Fait que quand tu vas pouvoir faire des choix, tu vas avoir une certaine cote de est-ce que c'est possible de le réparer ou pas, pour pas finir comme Martin Matt d'un beau malaise à faire des fraudes de toaster pour le réparer. Sur ça, qu'est-ce qu'on dit à nos auditeurs, Coach Frank? On leur dit bonne course. Oh yes! Ici Coach Frank. Avant de vous quitter, si vous avez aimé cet épisode, une bonne façon de nous aider, c'est de partager cet épisode avec un ami. Bien sûr, vous inscrire au podcast, nous laisser un review 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify serait énormément apprécié. Hey guys, like and subscribe.